nous allons avoir le plaisir d'accueillir parmi nous donc Pierre-André Humbert. Alors Pierre-André Humbert, vous le connaissez peut-être à divers titres. Vous le connaissez peut-être parce que c'était un économiste atterré dans sa prime jeunesse. C'est un docteur en économie, c'est facile, je sais, je ne le répéterai pas. Vous le connaissez peut-être effectivement parce qu'il a fait des travaux de recherche. Vous le connaissez peut-être parce qu'il a été directeur général d'un cabinet de conseil connu, donc il a été manager, il a été directeur de BU. Vous le connaissez peut-être parce qu'il a été conseiller directeur du cabinet de la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Vous le connaissez peut-être parce que maintenant il est conseiller social du président de la République. Bref, forcément, vous le connaissez. Et donc, on a un grand plaisir à l'accueillir ce jour. Et donc, à lui proposer de, finalement, faire l'analyse de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui serait important pour les RH d'avoir en tête, à la fois sur les projets de réforme et puis sur l'évolution de leur métier que vous connaissez très bien. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore de cette invitation. Et comme je le disais hier soir en arrivant, j'ai vraiment un grand plaisir à venir participer aux manifestations de la NDRH parce qu'on y trouve, et je trouve que les travaux l'ont à nouveau prouvé, compétences, éclectisme, ouverture d'esprit et toujours une grande sympathie dans les échanges. Et finalement, dans ce monde, ça fait pas de mal de retrouver des moments sympathiques et intéressants. Alors évidemment, moi j'ai le sentiment d'apporter finalement un regard un peu différent de celui qui a occupé vos travaux, mais je vais essayer de dire en quoi finalement dans cette thématique des nouveaux équilibres, on essaye de se mouvoir. Alors évidemment, le premier point, c'est que si on prend un peu de perspective, et je ne le ferai pas très longtemps puisque le président de la République a fait un magnifique discours au centenaire de l'Organisation internationale du travail de la semaine dernière, qui est disponible en ligne et auquel je vous renvoie. Mais avant de parler des équilibres et des déséquilibres qui impactent notre pays, je crois qu'il faut aussi avoir cette perception d'ensemble. Car on le voit, nous sommes face à des déséquilibres dans le monde qui sont extrêmement puissants. Extrêmement puissants puisque nous avons des poussées d'inégalité après la crise que nous avons connue très fortes. Et surtout, la conviction de plus en plus partagée, en particulier dans les sociétés occidentales, qu'une partie de la population n'a plus accès à une part du progrès. Et quand on pense ne plus avoir sa part de progrès, on se retrouve vis-à-vis d'une défiance à l'encontre des institutions, quelles qu'elles soient. On l'a vu, on en voit des manifestations politiques diverses et variées, qu'elles prennent la forme de majorité ou de très fortes poussées populistes, qu'elles prennent la forme de grandes manifestations, comme on a pu en connaître ces derniers mois. Mais cette angoisse d'une partie des classes moyennes sur l'impossibilité de participer à la juste rétribution de leur investissement dans la croissance du monde, elle est particulièrement inquiétante. Elle est inquiétante parce qu'elle est le ferment de division et de remise en cause. Et au fond, si je dis ça, c'est que c'est jamais indépendant finalement du monde du business. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du business as usual dans un monde qui se déliterait et dans lequel les conflits s'exacerberaient. Nous sommes quand même dans un temps dont on sent les tensions extrêmement fortes et on a connu malheureusement à d'autres époques des tensions qui dégénèrent. Donc cette question finalement du juste équilibre à l'échelle internationale, elle est au cœur de ce que le président de la République va porter cette année. Et je dis ça puisque nous sommes les hôtes du G7 cette année à Biarritz en août, et le président a choisi de faire du thème de la lutte contre les inégalités un point central de cette manifestation. Et l'on voit à quel point c'est compliqué, mais aussi à quel point on peut avoir des espoirs raisonnables. Pour la première fois dans l'histoire des G7 et des G20, nous avons réussi à avoir une déclaration tripartite, État, employeurs, organisations syndicales, pour une croissance qui soit plus juste, pour une meilleure coordination, on parlait des normes internationales et leur utilisation dans l'action. Car quel est le sens d'un monde dans lequel vous auriez des pays qui ratifient avec des applaudissements à tout rompre à l'OIT des conventions internationales et d'autres actions initiées par d'autres institutions multilatérales qui prennent le contre-pied exact de ce que la norme vient de prescrire, avec le sentiment pour tous
que nous sommes dans un monde qui n'a pas de sens et dans lequel la plupart des gens ne trouvent de moins en moins leur place. Ce contexte, il paraît parfois un peu éloigné de la pratique quotidienne ou même de la vie quotidienne française, mais si on ne prend pas finalement la juste pression et la juste compréhension de l'interaction et l'interdépendance que nous avons entre l'ensemble des pays et ces grandes tendances, je crois que nous allons louper finalement des éléments essentiels. Et on pourrait faire de longs développements sur les questions européennes et les défis que nous avons en matière sociale pour avoir une meilleure convergence. Je reviens et on verra que ces tendances qui inquiètent l'ensemble des classes moyennes et des classes populaires à l'échelle mondiale, on les trouve aussi en France à travers les grands défis que nous avons. Notre premier défi et notre premier déséquilibre, et c'est celui finalement qui vous concerne en premier chef, c'est la question de l'emploi. Il n'y a pas dans le pays de possibilité de progrès, de rebond de la France si nous n'arrivons pas à en finir avec cette fatalité du chômage. Et la fatalité du chômage, c'est la capacité à créer des emplois. La capacité à créer des emplois, je dis j'enfonce des portes ouvertes, mais je veux dire, l'État ne crée pas d'emplois. La capacité à créer des emplois, c'est vous, toutes et tous, dans vos entreprises, la capacité à développer l'activité et à permettre de créer davantage d'emplois, et donc d'offrir un équilibre qui permette d'en finir avec ce niveau de chômage qui mine notre société. Créer des emplois et de l'activité, finalement, du côté des pouvoirs publics, on est un peu un joueur de second rang, si je puis dire. Le premier rang, c'est vous. Et ça renvoie d'ailleurs à des choses extrêmement fortes. Et vous l'avez dit, qu'est-ce qui fait qu'on améliore, on développe des bons produits, de bons services qui répondent à une attente et qui sont exécutés avec qualité et régularité. Ça, je veux dire, ça renvoie à la question de l'efficacité productive des entreprises. Ça renvoie à des questions de coût du travail. Là, l'État a son rôle à jouer sur, et j'y reviendrai, les questions de coût, de protection sociale. Mais la vraie question, c'est est-ce que je développe une organisation qui est apprenante? Est-ce que je suis capable de développer une organisation qui va favoriser l'innovation? Comment est-ce que s'organise la circulation de l'information? Comment est-ce que s'exercent les relations de pouvoir dans une organisation? C'est au fond l'ensemble de ces questions qui ont été travaillées sous beaucoup d'angles depuis 2 jours que l'on retrouve et qui font l'efficacité in fine d'une entreprise. Car si c'était simplement une question de coût des facteurs, ça fait longtemps que soit on aurait finalement trouvé la solution, soit on aurait abandonné des pans entiers de notre activité, ce qui n'est pas le cas. Donc du côté du pouvoir public, notre rôle c'est d'appuyer finalement ces efforts. Alors ça, évidemment, ça tient au cadre macroéconomique. Il faut appuyer l'innovation des entreprises. Et on le voit à travers les investissements que l'on fait en R&D pour coporter des efforts de développement de nouveaux produits, nouveaux process, nouveaux procédés. C'est aussi la capacité à créer un cadre socio-fiscal qui ne soit pas un handicap, à tout le moins, par rapport à nos principaux concurrents. Ce à quoi on s'attelle, avec parfois une difficulté de le faire comprendre à l'ensemble de nos concitoyens. C'est aussi la capacité à créer un cadre dans lequel les relations et la capacité d'agilité des entreprises soient plus importantes. Et là, ça nous renvoie typiquement à ceux dont vous vous êtes saisis, à savoir les ordonnances Macron qui ont été prises dès la première année de ce quinquennat pour faire de l'entreprise le lieu de la régulation de la vie collective à travers la possibilité donnée aux accords d'entreprise de définir ses propres règles avec des marges de manœuvre qui sont absolument considérables. Alors, la première année a été très focalisée sur les CSE, vous l'avez tous vécu, vous le vivez encore, mais on a aussi une capacité inédite de pouvoir redéfinir des règles qui correspondent mieux aux besoins des entreprises comme aux attentes des salariés. Et là, on a encore une marge de manœuvre dans l'exploitation des libertés qui ont été données. Passer le CSE, je suis sûr que tout le monde aura à cœur de regarder est-ce que ma convention collective de branche sur tel ou tel aspect est adaptée, est-ce que je peux faire différemment et de manière plus intelligente ou mieux adaptée à ma situation. Est-ce que je peux voir dans les accords de performance collective un nouveau levier aussi pour trouver des arrangements qui soient mutuellement favorables et qui permettent de mieux développer l'entreprise? Là-dessus, je suis plutôt confiant à ce stade, même s'il est très tôt, puisque nous avons aujourd'hui, je crois que le bilan au 1er juin, c'est que nous avons un peu plus de 170 accords de performance collective qui ont été signés. Et on voit bien que dans ces affaires-là, quand vous mettez des nouveaux outils sur la table, soit personne ne les prend,
ça avait été le cas des accords de maintien de l'emploi, 10 accords en 2 ans, soit vous sentez que les gens sont capables de s'en saisir, et vous le voyez tout de suite dans les chiffres. Et là, on voit bien qu'il y a la potentialité de quelque chose de très neuf à travers ces accords de performance collective, qui sont d'ailleurs signés dans des configurations d'entreprises extrêmement différentes, de la PME à la très grande entreprise, qui permettent de réviser des arrangements aussi fondamentaux que l'organisation du travail, la question du temps de travail, des mobilités, et qui est au cœur des entreprises. Donc ça, finalement, c'est, je vais dire, le job de la puissance publique, d'essayer de vous donner les outils pour que vous-même vous en saisissiez. Et j'allais dire, ça c'est maintenant à vous de jouer, parce que c'est pas nous qui allons ni créer les emplois, ni améliorer l'efficacité de vos organisations. Déjà, il faut qu'on s'occupe de la nôtre, du point de vue de l'État, et on a beaucoup de travail de ce point de vue-là. Donc on ne va pas vous donner des leçons sur la manière d'organiser chez vous. En revanche, ce qu'on veut, c'est donner des outils pour que vous puissiez vous en saisir. L'autre aspect, c'est à travers le dialogue social et dans les instances que nous avons revues, etc., c'est comment est-ce qu'on peut mieux organiser finalement la circulation de l'information, les relations entre les salariés et leurs représentants et les directions entreprises. Mais notre point de vue aussi, notre point important en termes de politique publique, c'est d'essayer aussi de prendre en compte et de favoriser le développement hors des silos de notre politique publique. Je prends un exemple très simple. Et on le voit dans beaucoup de questions de retour à l'emploi, puisqu'on l'a mis au cœur des mobilisations pour l'emploi. Vous ne pourrez pas en fait permettre à des entreprises de résoudre le défi de recrutement qu'elles ont parfois dans certains secteurs si vous ne traitez pas en face, du côté du demandeur d'emploi, les freins que vous rencontrez sur la question de la mobilité, sur la question de la garde d'enfants. Combien d'agences de Pôle emploi j'ai visité, rencontré des femmes extrêmement courageuses qui vivaient seules, 2 enfants, et qui en fait disaient « mais moi je veux bien reprendre un boulot, mais je veux dire, je n'ai pas de garde d'enfants. » Dans ma municipalité, je ne dirais pas où elle se situe, mais une grande ville, il n'y a pas de périscolaire. Et quand vous avez l'angoisse d'à partir de 4h30 de ne plus avoir de solution, quand le matin se lever à 7h pour déposer les enfants à 7h30 et vivre dans l'angoisse d'être en retard le soir, là tout ça joue énormément. Donc on essaye de donner un cadre d'incitation à la reprise d'activité. C'est la prime d'activité qui est quand même un succès, puisque nous sommes à plusieurs millions de personnes qui vont l'avoir touché cette année. Mais il faut aussi qu'on arrive à désiloter nos politiques publiques. Parce qu'au fond, pourquoi on discute pas on discute politique du logement d'un côté, politique de l'emploi de l'autre. Si on veut que dans des zones aujourd'hui où on ne trouve plus de compétences, on puisse faire venir des personnes, mais à ce moment-là, il faut avoir une approche quasiment en organisation projet, en organisation de mission. Ce n'est pas vrai, je ne peux pas le croire, qu'il y ait une pénurie absolue et qu'on ne puisse pas trouver 20 soudeurs sur toute la France qui seraient prêts à venir dans cette belle région ici, pour prendre de Nantes, Saint-Nazaire, à venir travailler sur les chantiers de l'Atlantique. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à proposer simplement à un jeune ou un moins jeune, parce que les jeunes sont un peu plus mobiles, qui est à l'autre bout de la France, en disant bah voilà, on te garantit un boulot, un logement, et on t'accueille. Et on fait tout ça de manière intégrée, comme vous l'organisez vous-même, les mobilités dans les groupes. Plutôt que de dire, tiens, il y a un boulot, pour le logement, il faut aller voir Action Logement, peut-être qu'ils auront quelque chose, et puis pour la garde d'enfants, il faudra voir ailleurs. Je veux dire, ça rend les choses impossibles. Ça paraît, là, sur des aspects, finalement, c'est de la politique publique à hauteur d'homme, mais c'est aussi cette capacité à faire évoluer nos politiques publiques en appui, finalement, aux des politiques que vous développez, qui me semble essentielles. Donc l'emploi, ça reste notre horizon, et je dois dire que nous sommes plutôt satisfaits de la réponse que vous avez donnée à ces impulsions à la fois macroéconomiques et de capacité à saisir des nouveaux cadres de régulation qui sont donnés, puisque nous avons depuis 2 ans créé quasiment 500 000 emplois nets, et sur les 3-4 dernières années, on va finalement arriver à 1 million d'emplois nets créés. C'est-à-dire que nous sommes revenus à un niveau d'emploi supérieur à celui qui était avant la crise, et lorsque l'on regarde la France métropolitaine, nous sommes arrivés à un taux de chômage de 8,4. Alors on se dit qu'on est encore très loin, puisqu'on partage avec les pays du Sud de l'Europe ce triste record d'avoir des taux de chômage très élevés, mais rien n'est impossible, et l'objectif de 7% que nous sommes fixés à fin 2022 reste valable. Le deuxième défi très fort pour nous en déséquilibre, et qui a un impact alors encore plus immédiat pour vous, c'est la question du défi de la compétence. Je ne referai pas sur tout ce qu'on a eu sur les évolutions de la transition écologique, de l'impact du digital. On a un enjeu sur les compétences et l'obsolescence des compétences actuelles qui est fondamental. Il est fondamental parce que chacun de vos métiers change. Il est fondamental sur la capacité à pouvoir acquérir les compétences qui sont adaptées à ce que le marché demandera demain.
il est fondamental dans la capacité à former les jeunes en formation initiale de manière adaptée aux besoins de l'économie. Et là, on sent bien qu'il y a une forme d'angoisse de la population face à ces transformations. Alors l'angoisse est un peu paradoxale puisque tout le monde utilise avec bonheur les outils numériques. Il n'y a personne qui ne sait pas utiliser un portable, tout le monde se met sur son ordinateur, mais en même temps, l'intelligence artificielle fait très peur. On a l'impression que beaucoup d'emplois vont être détruits. On voit revenir toute cette thématique de débat sur la société en sablier, la destruction des emplois intermédiaires. Le paradoxe, il est que peut-être que le débat sur le futur vaut, mais aujourd'hui, ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a un déficit de recrutement lié à un déficit de compétences. Pas tellement la disparition des emplois qualifiés au profit d'emplois non qualifiés plus massifs et d'une petite frange surqualifiée. Donc l'enjeu de la compétence, comment est-ce qu'on y répond et qu'on remet un peu ce point de notre côté? Alors nous, on y répond, c'est la question de l'éducation et de la formation initiale. Nous sommes longtemps bercés peut-être un peu d'illusions sur la performance de notre système éducatif. On s'est rendu compte avec les tests PISA que notre grand système d'éducation n'était pas aussi efficace qu'on l'imaginait, et en tout cas plutôt moins efficace que les autres pays européens. Donc, et il est moins efficace parce que nous avons un degré d'inégalité extrêmement fort. Donc en fait, il faut investir énormément dès le plus jeune âge sur ceux qui sont dans des conditions sociales qui prédisent en fond un échec statistiquement malheureusement prévisible pour beaucoup de jeunes qui sont dans des quartiers les plus difficiles. Donc là, il faut investir beaucoup. C'est ce que Jean-Michel Blanquer fait avec le dédoublement des classes qui élargit du CP au CE1 et avec le fait de bloquer le nombre d'enfants maximum par classe. C'est un enjeu fondamental. C'est un des plus gros investissements que nous faisons. Mais c'est aussi un investissement qui est indispensable si nous voulons ne pas reconnaître demain le déficit aujourd'hui de compétences que l'on peut rencontrer sur une génération. Le deuxième aspect, et alors là qui vous concerne très directement, c'est la question de l'apprentissage. Il n'y a pas un pays qui a résolu son problème de taux de chômage des jeunes sans développer l'apprentissage. Mais il n'y a pas un pays qui peut développer l'apprentissage sans que les entreprises prennent des apprentis. Alors on peut faire tous les systèmes de financement, toutes les révisions de diplômes que l'on veut. Si les entreprises ne se disent pas que c'est une opportunité, voire même parfois, j'allais dire, on parlait de responsabilité sociale, la responsabilité des entreprises de participer à l'insertion des jeunes sur le marché du travail, on n'arrivera pas à résoudre ce taux de chômage endémique des jeunes qui est encore aujourd'hui à 19%. Même si depuis 10 ans, c'est la première fois depuis 10 ans qu'il est passé sous la barre des 20%. Donc là, l'apprentissage, on a fait un choix, c'est qu'on a revu fondamentalement la manière dont ça fonctionnait. Donc on est sorti d'un encadrement purement administratif et on est passé finalement à un système où on confie les clés du camion aux représentants des entreprises et des salariés. Ce n'est plus l'État, ce ne sont plus les régions qui administrent l'apprentissage. C'est les représentants des entreprises et les représentants des salariés. Et avec un système qui est un système quasiment de marché, c'est-à-dire qu'on garantit à chaque structure un coût par apprenti, mais ça vous connaissez les choses aussi bien que moi. Mais la question, elle va être de, est-ce que je prends des apprentis dans mon entreprise? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'un grand groupe, qui a des implantations en France et en Allemagne, recrute 3 fois plus d'apprentis en Allemagne qu'en France? Qu'est-ce qui explique que dans les entreprises de plus de 250 salariés, les 3/4 préfèrent payer une taxe plutôt de recruter 5% de jeunes en contrat de pro ou en contrat d'apprentissage? Là, on est véritablement dans un frein culturel et on a, je veux dire, fondamentalement besoin de vous. Je veux dire, c'est quelque chose qui est à notre portée. C'est-à-dire que si chacune des entreprises prenait un peu plus d'apprentis, on rentre dans une situation où on va améliorer la compétence de la nation et on peut combattre et résoudre le problème du chômage des jeunes. Ça paraît parfois un peu un objectif hors de portée, mais il n'y a pas de fatalité. Il n'y a aucune fatalité. Si on monte de 300 000 le nombre de jeunes en apprentissage, aujourd'hui on en a 400, on était descendu à 420, on n'a jamais atteint 500 000, mais on a la capacité d'intégrer tous ces jeunes. Alors certains resteront dans l'entreprise et c'est une bonne chose, d'autres iront ailleurs, mais ils auront cette formation beaucoup plus efficace que celle qui leur est délivrée aujourd'hui par ailleurs. Et puis aussi ce sera leur capacité à découvrir des métiers, à adapter et à apprendre ces soft skills qui font souvent défaut. Donc là, il y a vraiment un enjeu collectif qu'il faut surmonter. C'est vraiment un enjeu, j'allais dire, RH, c'est un enjeu de conviction de la direction générale, c'est un enjeu de conviction du gouvernement à l'endroit de l'ensemble
des directions d'entreprise, c'est qu'il faut vraiment faire ce pari collectif que nous pouvons relever le défi du chômage des jeunes. Et que c'est une question, pour beaucoup, de volonté, et qu'en plus c'est un pari gagnant, parce qu'on ne peut pas se désespérer de ne pas recruter les compétences aujourd'hui et demain, et en même temps de dire « je ne prends pas d'apprentis ». Donc ça, c'est un défi, et d'autant plus fort que nous sommes dans une période de difficulté de recrutement. Alors ça nous amène aussi à l'action que l'on fait, c'est que ça c'est bien pour une nouvelle génération, mais la question aujourd'hui de surmonter les difficultés de recrutement auxquelles vous faites face, c'est aussi d'être capable de mettre la formation des demandeurs d'emploi qui va bien. Là encore, il faut qu'on arrive, et là c'est la transformation et du service public de l'emploi et de mettre de l'argent sur la table, donc c'est les 15 milliards du plan d'investissement dans les compétences, c'est de pouvoir avoir des formations qui correspondent à vos attentes et à vos besoins. Je veux dire, on ne devrait pas accepter des échecs de recrutement comme on en rencontre trop souvent. Il n'est pas possible de se dire que nous avons des dizaines de milliers, des centaines de milliers de postes qui ne trouvent pas preneur parce que j'arrive pas à trouver la main-d'œuvre qui souhaite le faire. Donc on essaye de bouger des choses. Avec la réforme de l'assurance chômage, on bouge des incitations, mais il faut aussi qu'on arrive à travailler ensemble de manière beaucoup plus performante. Et moi, je suis très preneur, et je l'ai souvent dit dans les actions que nous avons eues ensemble, moi je suis très preneur de retour, y compris pour, avec le service public de l'emploi, faire évoluer ce qui doit l'être. Là encore, on remet, dans le cadre de l'assurance chômage, davantage de moyens sur l'accompagnement, et en particulier l'accompagnement des entreprises. Il faut qu'on soit capable de se dire et de voir pourquoi, à tel ou tel endroit, j'ai voulu recruter des gens et j'ai pas été en capacité d'avoir des propositions de profils qui correspondaient à nos attentes. Ça veut aussi dire parfois d'avoir aussi des évolutions, c'est que le mouton à 5 pattes n'existe pas et qu'il faut parfois aussi revoir les compétences. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes compétences disponibles sur le marché quand on est en temps de très forte crise où il y a une raréfaction de l'emploi. Quand l'emploi redémarre, il faut aussi être capable d'aller chercher des gens auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé au départ. Et donc là, il faut un effort aussi, j'allais dire, des deux côtés. Dans la modification, je trouve, de la fonction RH, plus on va aller vers ces tensions de recrutement, plus cet effet va se faire ressentir. Et je dois dire qu'on a encore plutôt de la chance, parce que quand je compare par rapport à nos amis européens, et en particulier en Europe de l'Est, qui fait aujourd'hui encore tant l'objet d'investissements et dans nos classements, et je le vois bien dans les projets d'investissement, on les regarde très rapidement. Je veux dire, nous, on a encore la chance d'avoir une main-d'œuvre qui continue de se développer. Les pays d'Europe de l'Est sont confrontés, avant même que je parle de la situation aujourd'hui, parce qu'ils sont confrontés à une émigration très forte de leur main-d'œuvre, à des chutes de population active de 20, 30, 40% dans les 25 ans qui viennent. Vous imaginez ce que ça veut dire sur un marché du travail où vous êtes déjà au plein emploi et demain, vous avez votre main-d'œuvre qui chute de 20, 30 ou 40%. En termes de dynamique salariale et de difficulté à recruter, ça va être des défis sévères. Bon, ça, c'est un peu la pub pour venir investir en France, mais c'est une réalité puisque les entreprises ils vont être confrontés très très vite. Et la dynamique des salaires va être extrêmement forte. C'est plutôt une bonne nouvelle si on arrive à converger. Mais il y a vraiment un défi dans le recrutement d'aller chercher des personnes plus éloignées de l'emploi. Nous, on est prêts à jouer ce jeu. On remet de l'argent, y compris sur les préparations opérationnelles à l'emploi. Donc, s'il y a besoin de formation, on les trouvera pour permettre le recrutement. Mais il faut que vous n'hésitiez pas et que vous ne soyez pas parfois, parce qu'il y a eu une mauvaise expérience, parfois avec le service public de l'emploi, à se dire que on peut améliorer les choses et on peut faire en sorte que nous puissions recruter dans de bonnes conditions. Donc ce défi de la compétence, il vaut tout au long de la vie. Et il vaut évidemment dans vos organisations internes avec la question de la formation et la transformation qu'il y a eu avec le CPF. Alors, je ne vais pas vous tenir de faux discours sur cette transformation. On voit bien qu'en sortant d'une démarche administrée de la formation, on est sorti d'un certain confort qui a eu des effets pervers. Le fait que, comme il fallait dépenser, on ne regardait pas tellement la qualité forcément de la formation. On s'est retrouvé avec finalement deux facteurs très forts. C'est que, un, on a le prix de la formation qui est le plus élevé d'Europe. Ça avait été le rapport Terra Nova de Mathilde Lemoine. Et deuxièmement, on a la qualification moyenne de la population qui est plus faible que dans l'ensemble des pays qui nous entourent. Angleterre, Allemagne, et même l'Angleterre, on dit toujours, c'est le royaume des peu qualifiés. N'empêche que si on avait la même qualification moyenne de la main-d'œuvre en poste qu'eux, on aurait quasiment un tiers de chômage en moins. Donc vous voyez que le défi, en fait, il est très fort sur la formation tout au long de la vie. Alors pour les DRH, c'est compliqué puisque maintenant, on sort d'une situation dans laquelle il y avait une dépense imposée à une dépense qu'il va falloir aller chercher et aller prouver.
La transition est difficile. D'autant qu'on dit, et peut-être qu'on survalorise l'aspect formation par soi-même avec l'initiative individuelle du CPF, où on se dit comment est-ce que je vais réconcilier ces deux points. Là, le dialogue social va jouer, on va avoir l'innovation, on a une transformation qui est très profonde, qui va mettre du temps nécessairement, mais qui est fondamentale. Il faut qu'on arrive à convaincre aussi que investir dans la formation, ça a un intérêt pour le business. Et d'ailleurs, d'autres pays, sans avoir une obligation de dépenser, y arrivent. Donc j'allais dire qu'il n'y a pas de raison que nous n'y arrivons pas, et que, en revanche, il puisse y avoir des formes de mutualisation sur les plus petites entreprises. Le troisième aspect, en fait, c'est plutôt de l'individu. Et là, vous avez encore, finalement, un rôle, une fois de plus, à jouer. C'est la question de la mobilité professionnelle, qui fait lien avec ce que je disais sur le CPF. On peut avoir un modèle dans lequel on aurait un haut niveau d'emploi, dans lequel on aurait une partie de la population très qualifiée, et pourtant, on pourrait, dans le même modèle, avoir une très forte précarisation de la main-d'œuvre. D'autres pays ont fait ce choix. Il se trouve que la structuration de notre modèle productif, notre modèle social, c'est pas exactement fait comme ça, quoique. Nous avons bien vu que depuis 20 ans, le développement des emplois très courts, des CDD d'une journée, d'une semaine, ce qu'on essaye de résoudre avec la question de l'assurance chômage, s'est énormément développé dans le pays. Et donc, si on veut qu'il n'y ait pas une partie de la population qui soit enfermée dans la précarité, il faut qu'on redonne des possibilités de meilleure inclusion dans l'emploi, donc dans l'entreprise, et des perspectives de mobilité sociale et professionnelle à tous. Et là, ça passe par plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est évidemment de permettre d'orienter les comportements. Bien souvent, finalement, en matière de ressources humaines, ce que vise l'État, c'est à influer les comportements. Alors, il y a des manières d'influer qui sont des manières traditionnelles, qui sont, partant, vous allez me faire un accord GPEC, sinon il y a une pénalité. On a vu l'intérêt parfois de certaines mesures, c'est vrai sur l'index, on en voit très vite les limites. C'est-à-dire que si le but est de faire finalement du formel pour du formel, on n'arrive à rien. En revanche, nous, ce qu'on essaye de dire, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de faire modifier les comportements. Alors, on l'a avec la question du bonus-malus, puisque c'est ce qui sera mis en place avec la réforme de l'assurance chômage dans 7 secteurs. Alors, c'est les secteurs INSEE, hein, c'est pas les secteurs convention collective, je dis ça parce que ça va... finalement, on va toucher 43% des séparations. Là, c'est un enjeu majeur. C'est comment est-ce qu'on peut, y compris vous aider, à faire appui pour avoir des gestions de la ressource humaine qui soient finalement, qui permettent d'avoir une précarisation moins forte, d'autant que cette précarisation, elle est financée par la collectivité et qu'il n'est pas normal qu'à l'heure où on a créé 1 million d'emplois en 4 ans, le régime d'assurance chômage ne soit même pas revenu à l'équilibre. Je ne parle même pas de désendettement. C'est 10 ans après le déclenchement de la crise, on dépasse les 36 milliards de dettes et on n'est même pas à l'équilibre. Autant vous dire que la prochaine fois qu'on aura une crise, on va s'y trouver dans une situation extrêmement difficile. Et je préférerais ne pas avoir à vivre en France les ajustements qu'ont dû subir nos collègues au Portugal, pour ne pas parler de la Grèce ou même de l'Espagne. Car au fond, on n'a pas vécu la vraie austérité que d'autres pays ont pu vivre. Donc il vaut mieux anticiper pour recharger finalement nos stabilisateurs et nos amortisseurs. Et donc ça, c'est pas facile, et on l'a vu, employeurs et syndicats n'ont pas réussi à se mettre d'accord, on prend nos responsabilités, mais ça renvoie aussi au comportement de chacun. Si le déséquilibre aujourd'hui sur l'assurance chômage des contrats très courts, il est de 9 milliards. Si on avait la moitié moins de contrats très courts, on aurait une assurance chômage qui se désentraînerait à grands traits. La question d'ailleurs, je précise, elle n'est pas seulement que des contrats très courts, elle est du problème du contrat très court et des gens qui s'inscrivent directement au chômage pour après revenir, etc., et faire ces allers-retours qui sont bien connus. Donc là, on a un enjeu qui est majeur, c'est comment est-ce qu'on a une autre gestion des ressources humaines. Alors, j'allais dire, c'est pas forcément que cette autre, elle soit meilleure intrinsèquement, du point de vue business, qu'une gestion qui reposerait sur des contrats 0 heure. Elle est meilleure collectivement. Et je crois que sur le long terme, elle est aussi meilleure pour l'efficacité de l'ensemble des entreprises. Mais c'est aussi notre capacité dans la régulation et les comportements à essayer, non pas d'empêcher ce qui est émergent. Je prends la question des plateformes avec le développement de l'emploi qu'il y a eu, et on le voit avec le développement du travail des auto-entrepreneurs. Comment est-ce qu'on évite à la fois les abus, mais qu'on permette aussi à chacun d'avoir un socle de droit qui vise à éviter une concurrence sur un dumping qui soit purement social, sur des aspects qui ne sont pas acceptables, en particulier de sécurité et de conditions de travail. C'est le sens de la régulation, et nous sommes les premiers dans le monde à la mettre en place,
de la régulation qui est mise sur les plateformes de mobilité, avec la volonté d'apporter un socle de droits à l'ensemble de ces travailleurs, quand bien même ils ne seraient pas des salariés. Et ça renvoie à une évolution plus profonde, vers laquelle nous avons entrepris une évolution, qui sera forcément lente, mais qui est fondamentale, c'est de transformer tout notre socle de protection sociale. Ce qui fait le modèle français et le modèle de beaucoup de pays européens, c'est cette capacité à accorder un haut niveau de protection sociale pour faire face aux accidents de la vie. Elle a historiquement été construite sur les professions, les métiers et le statut de salarié. Aujourd'hui, la mobilité, la transformation des parcours fait que de rester sur ce modèle, ça fait reposer la charge finalement de l'ajustement sur les plus précaires, ceux qui n'arrivent pas à avoir le sacro-saint CDI à temps plein toute leur vie. Et donc, il faut qu'on puisse accrocher la protection sociale, ce niveau de protection, à l'individu et plus au statut de salarié. C'est une révision profonde. On l'a en partie fait sur la maladie. On l'élargit avec l'assurance chômage puisqu'elle s'ouvre aux indépendants. Demain, c'est le projet de retraite qui sera présenté. Et au fond, les grands piliers de la protection sociale, je veux dire, ne seront plus demain assis sur le salariat, mais ils reposeront bien sur la personne et l'individu. C'est une transformation fondamentale, on ne s'en rend pas compte, mais finalement, quasiment à l'horizon du siècle après le Conseil national de la résistance, on aura eu une transformation totale de notre système qui reste fidèle à cette volonté d'offrir un socle de protection à tout individu en France, mais qui ne dépend plus de son contrat de travail. Ça engendre beaucoup de transformations d'ailleurs, dans la gouvernance de tous nos systèmes de protection sociale, des tensions, car nous sommes dans un événement. Et tout ça pour dire au fond que on voit bien qu'il y a une option qui n'est pas possible pour nous dans cette transformation du monde, c'est l'option du statu quo. Pas plus que dans l'entreprise, vous ne pouvez vous reposer sur les lauriers acquis et qu'il faut toujours en fait remettre le métier sur l'ouvrage, ou l'ouvrage sur le métier. Il faut, dans notre cas, l'équilibre finalement n'est pas un état stable. Il nous faut en permanence, je veux dire, revoir nos équilibres, il faut en permanence avancer et transformer. Les périodes de transformation sont des périodes les plus difficiles. Il faut évidemment convaincre de la pertinence de l'objectif et rassurer les gens dans la période de transition. Et on le voit bien que la peur qui travaille nos sociétés, elle est évidemment, comme toujours, mauvaise conseillère. Et que si nous ne réussissons pas cette transformation, nous savons tous collectivement les risques que nous prenons au regard de la cohésion de la société et de l'avenir même de nos sociétés occidentales. Sans reboucler et sans avoir une vision très pessimiste et catastrophique, je crois qu'il y a toujours un horizon possible et un horizon de progrès que l'on peut dégager dans notre pays. Et la culture que vous développez dans vos entreprises, elle est cohérente avec ce progrès. Mais il nous faut, je veux dire, passer encore un cap très important, c'est démontrer à l'ensemble de nos concitoyens que, par-delà les grandes transformations, et je ne reprends pas les grandes transformations multicentenaires de Florence Méo, mais par-delà les grandes transformations que nous connaissons, celles qui arrivent, qui font peur, transition écologique, la capacité de vivre ensemble, la capacité de vivre sur cette planète, la biodiversité, toutes ces questions qui angoissent beaucoup sur le futur, nous devons être capables de montrer qu'il y a une réponse de progrès qui peut y être apportée. Et pour cela, il faut se transformer très profondément. À l'échelle d'une société, c'est toujours difficile. Et je dois dire que vous avez un rôle central. Et paradoxalement, je terminerai là-dessus, c'est pas neutre finalement si, dans l'ensemble de la mobilisation que nous avons connue l'hiver dernier, les entreprises ont été peu challengées finalement, peu en première ligne. C'est aussi le fait que le travail est toujours ce lieu d'implication paradoxale. Le lieu où à la fois il y a des frustrations qui s'exercent, mais c'est aussi un lieu d'épanouissement extrêmement fort. Et parce que vous êtes ce lieu à la fois de création de richesse, d'épanouissement, de résolution des conflits qui sont inhérents à toute organisation collective, que vous avez un rôle à jouer pour nous aider, s'aider collectivement à transformer et à passer finalement cette mutation de la société. La capacité que vous aurez à déployer, alors qu'elle prenne la question qu'elle s'appelle entreprise libérée, entreprise à mission, B Corp, ou simplement des pratiques de transformation que vous menez au jour le jour, vous êtes réellement des agents extrêmement importants dans la capacité à continuer à faire société. Je prends un peu ce détour parce que, alors évidemment, c'est que peut-être confronté à un ensemble de conflits, on finit par voir plus parfois le côté sombre, mais moi je suis intimement persuadé, et je ne ferais pas le travail auprès du président que je fais aujourd'hui si je ne le croyais pas, que nous pouvons relever ce défi.
Donc tous ensemble, et dans les actions quotidiennes que vous menez, dans celles dont on parlait sur les nouveaux équilibres, et qui sont absolument passionnantes, c'est cette capacité à allier ces innovations micro et les transformations macro que nous pouvons faire demain, un pays où on recroit tous un peu plus en l'avenir et où on ait confiance collectivement et on soit capable d'avancer tous ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup.